Merci beaucoup. Je remercie Madame la Présidente de la SMRA, mon cher maître, le professeur Hamzaoui, ainsi que le comité d'organisation de pouvoir me donner cette chance de vous parler aujourd'hui des avancées thérapeutiques en matière d'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, comme cela a été déjà dit, l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est le groupe 1 des 5 groupes d'hypertension pulmonaire qui sont et qui est défini par une pression artérielle pulmonaire moyenne qui est égale au moins à 25 mm de mercure, corroborée par un cathétérisme cardiaque droit au repos, au niveau de la mer, avec une pression capillaire pulmonaire qui est inférieure à 15 mm de mercure. C'est une maladie qui est relativement rare, mais elle ne l'est pas assez puisque sa prévalence est de 10,6 à 25 cas par million d'habitants d'adultes en Europe et aux États-Unis, et c'est une maladie qui est grevée d'une lourde morbidité puisqu'elle peut évoluer vers la dysfonction cardiaque droite ou l'insuffisance cardiaque droite, les œdèmes périphériques, l'acide, la tachycardie, et de ce fait, elle est entachée d'une très mauvaise qualité de vie. Et le traitement ciblé, le traitement spécifique de l'hypertension artérielle pulmonaire, donc du groupe 1, se prête uniquement à des sous-groupes, c'est-à-dire à l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, liée au connectivité, au virus HIV et aux cardiopathies congénitales lorsqu'elles sont réparées chirurgicalement. Alors, quel est le rationnel des médicaments de l'hypertension artérielle pulmonaire? En toute théorie, quel médicament ferait quoi? Au cours de l'hypertension artérielle pulmonaire, ça se passe au niveau de petites artérioles et il y a un déséquilibre entre la vasodilatation et la prolifération d'une part et la vasoconstriction et la vasodilatation et l'antiprolifération, la vasoconstriction et la prolifération. Et les médicaments de l'hypertension artérielle viseraient donc tout d'abord ces mécanismes, ce sont les médicaments spécifiques et on s'est dit que peut-être en inhibant les récepteurs de l'endothéline qui se trouvent au niveau du muscle lisse artériolaire, on vasodilaterait et on entraînerait une action antiproliférante. De même, pour la voie du monoxyde d'azote, ce monoxyde d'azote va agir sur la GMP cyclique par l'intermédiaire de la guanylate cyclate soluble et s'il y a transformation du GTP en GMP cyclique, il y a vasodilatation et antiprolifération. Donc, il y aurait des médicaments qui agiraient dans ce sens. Par contre, si la GMP cyclique se transformait en GMP, il y aurait abolition de ce mécanisme protecteur et donc les médicaments agiraient en inhibant la phosphodiestérase 5. Et puis, la prostacycline, c'est une molécule qui est vasodilatatrice et antiproliférante et donc il y aurait théoriquement des médicaments soit qui agiraient sur son récepteur, soit des médicaments qui simuleraient, ce sont les prostanoïdes, cette molécule. Et puis, il y a également on ferait peut-être aussi bien, on vasodilaterait en administrant des inhibiteurs calci et on ferait probablement bien en anticoagulant puisqu'il y a des lésions de thrombose à l'intérieur, des lésions plexiformes d'hypertension artérielle pulmonaire. Ça, c'est la théorie et on va voir si en pratique ces médicaments sont efficaces ou pas. Alors, pour les anticoagulants, je vous rapporte une méta-analyse récente de 2018. Elle a recensé 12 études
non randomisée à risque de biais modéré, dont 8 rétrospectives et 4 études rétrospectives. C'est une étude de 2512 patients qui ont reçu soit des antagonistes de la vitamine K ou de nouveaux anticoagulants oraux. Et c'est une étude qui s'est intéressée à voir si les anticoagulants diminuaient ou pas la mortalité en cas d'HTAP. Cette étude a montré que si on s'intéressait au groupe HTAP idiopathique, la mortalité diminuerait avec un P qui est significatif de 0,02 avec un hazard ratio à 0,73. Par contre, les anticoagulants ne diminue pas la mortalité lorsque l'HTAP est dû à une connectivite et encore mieux si on s'intéresse aux études randomisées contrôlées qui concernent des malades sclérodermiques, les anticoagulants tuent plus les malades que lorsque on n'administre pas ces médicaments. Et puis, pour l'HTAP lié aux médicaments, là aussi, les anticoagulants ne font pas bien en termes de mortalité. Alors, quels sont les médicaments ciblés ou les médicaments spécifiques? Nous allons voir rapidement leur mode d'emploi et leurs effets indésirables. À la lumière de ce qu'on venait voir comme mécanisme, il y a eu donc mise sur le marché de 5 groupes de médicaments anti-HTAP. Le premier groupe, c'est les dérivés de la prostacycline. Ce sont des médicaments qui sont administrés par différentes voies. Il y a la voie orale, il y a la voie inhalée, il y a la voie intraveineuse et il y a la voie sous-cutanée. Alors, le premier groupe, c'était les dérivés de la prostacycline. L'époprosténol qui est délivré par voie intraveineuse, c'est un médicament dont la demi-vie est très courte, de l'ordre de juste quelques minutes, et donc c'est un médicament qui devrait être administré par une pompe où l'administration des médicaments se fait par voie veineuse centrale, et il faudrait qu'il y ait un changement très rapide de la cassette en 1 ou 2 minutes à peu près, parce que chez la grande majorité des patients, s'ils mettent plus de temps à changer leur cassette, il y aurait un pic hypertensif qui risque de les emporter. Il y a aussi comme médicament de cette classe thérapeutique l'Iloprost qui est indiqué par voie inhalée, mais qui pose le problème de son administration à la dose de 6 à 9 inhalations par jour, donc ce qui est contraignant. Et puis, un médicament relativement récent, le trépostinyl par voie orale, mais aussi par voie inhalée, sous-cutanée ou par voie intraveineuse, donc sous-cutanée, comme vous le voyez sur cette photo, avec là aussi changement assez fréquent de la cassette. Il y a les antagonistes des récepteurs de l'endothéline, qui sont le bosentan, l'ambrisentan et le macitentan, tous administrés par voie orale, les inhibiteurs de la phosphodiestérase 5, qui sont le tadalafil ou le sildenafil, les stimulateurs de la guanylate cyclate soluble, le rioxygate par voie orale, et les agonistes des récepteurs de la prostacycline, c'est le Celexipac par voie orale. Alors, en Tunisie, nous ne disposons que du bosentan, le tadalafil et le sildenafil, donc le tadalafil et le sildenafil, nous l'avons, mais nous n'avons pas l'AMM parce qu'en fait, c'est pas tout à fait la même chose. Il est surdosé par rapport à son indication en HTAP. Les indications qui ont l'AMM en Tunisie, c'est la dysfonction érectile. Donc, de façon strictement parlant, nous ne disposons que du bosentan avec l'AMM et à un dosage adéquat. Alors, quelle est l'efficacité maintenant et la sécurité de ces médicaments spécifiques selon les dernières études? Je vous rapporte une méta-analyse récente qui date de quelques mois et qui s'est intéressée aux thérapies ciblées par voie orale. C'est une méta-analyse de 25 études randomisées contrôlées en double aveugle, dont 6 sont récentes. Il y a eu 6847 participants
et ce sont des RCT qui se sont intéressés à comparer la monothérapie par rapport au placebo, les traitements combinés par rapport au placebo et la monothérapie par rapport à la bithérapie. Et cette méta-analyse a conclu que les classes thérapeutiques à part les agonistes de la prostacycline diminuaient le risque d'aggravation clinique par rapport au placebo. Et si de 36%, et si on nommait cette classe inefficace, on arriverait à une efficacité de 38%, et ceci veut dire qu'il y a une diminution d'hospitalisation, de l'escalade thérapeutique et de la progression des symptômes. Ces thérapies ciblées orales ont également augmenté la distance de marche de 6 minutes, sauf pour les stimulateurs de la guanylate cyclase, c'est-à-dire le rioxygate, qui est un médicament qui ne sert pas en fait tellement en chronique, mais plutôt en aigu. Il y a eu aussi, avec toutes les classes thérapeutiques orales, une amélioration de la classe fonctionnelle de l'OMS. Par contre, il y a eu évidemment des effets indésirables qui sont supérieurs à ceux causés par le simple placebo. Par contre, aucun de ces médicaments administrés par voie orale n'a su diminuer la mortalité. Voici maintenant un réseau de méta-analyses de 31 RCT qui s'est intéressé cette fois-ci à comparer les différentes classes thérapeutiques entre elles, et il y avait plus de comparaisons indirectes. Il y avait uniquement 2 RCT qui ont vraiment comparé les classes thérapeutiques entre elles. Donc jusqu'à présent, on manque dans la littérature d'études qui comparent une classe vraiment à une autre de façon directe. Alors, ce réseau de méta-analyse a montré que les ERA, donc les agonistes des récepteurs de l'endothéline et les inhibiteurs du PDE5, diminuaient le risque d'aggravation clinique, que l'association faisait encore mieux et que le rioxygate faisait encore mieux que cela. Pour tout ce qui est statut fonctionnel, c'est-à-dire distance de marche de 6 minutes et classe fonctionnelle de l'ANIA, ce sont les ERA, les inhibiteurs de la PDE5 et l'association de ces deux-là, mais surtout les prostanoïdes par voie IV et par voie sous-cutanée. Donc, en tout ce qui est un peu morbidité en chronique, ça serait les ERA et les inhibiteurs de la phosphodiestérase qui feraient mieux, et le rioxygate, ça serait plutôt le médicament de l'aggravation. Alors, par contre, aucune de ces classes thérapeutiques, encore une fois, n'a diminué le risque de mortalité. Le test de marche de 6 minutes a été augmenté par les PDE5 et les ERA, et encore mieux par l'association de ces deux classes thérapeutiques, de médicaments de ces deux classes thérapeutiques, et il y a eu aussi un gain avec les prostacyclines par voie IV ou par voie sous-cutanée. Quand on compare les différentes encore classes thérapeutiques entre elles, on voit que l'association ERA-PDE5 fait mieux en matière de risque d'hospitalisation par rapport aux ERA, et on voit que tout ce qui est prostacycline augmente plutôt les effets indésirables. C'est pour ça que les prostacyclines, les analogues de la prostacycline ou les stimulateurs de son récepteur devraient plutôt être réservés à un médicament de seconde ou de troisième intention, puisqu'ils sont les plus pourvoyeurs d'effets indésirables. Voici maintenant une méta-analyse, l'une des rares ou la seule à ma connaissance, qui a pu comparer cette fois-ci les différents médicaments entre eux. Parce que la plupart des analyses indirectes, même si elles existent, elles vont comparer les classes.
Là, c'est une méta-analyse qui compare les médicaments carrément entre eux à travers 45 études randomisées, contrôlées en aveugle ou pas. Et cette méta-analyse montre, comme vous le voyez, il y a pratiquement toutes les molécules mises sur le marché aux États-Unis ou en Europe, et on voit bien qu'il y a des molécules qui font mieux en matière de test de marche de 6 minutes. Donc tout ce qui est en rouge, c'est tout ce qui est significatif, et en mauve, c'est tout ce qui est encore plus significatif, c'est le top. Il y a des médicaments qui améliorent plus le test de marche de 6 minutes, la classe fonctionnelle de la NIA, les paramètres hémodynamiques, l'aggravation clinique, l'hospitalisation, il y a ceux qui diminuent le risque de décès, et on voit bien qu'il n'y a aucun médicament miracle en monothérapie, aucun médicament ne peut tout faire à lui seul, et même en bithérapie, il n'y a pas une association thérapeutique qui puisse tout faire. Alors, voici une étude qui date de quelques mois. C'est une étude de post-doc de la très grande étude de Griffon, qui est une étude de phase 3, multicentrique, randomisée en double aveugle contre placebo, et qui s'est attachée cette fois-ci à voir s'il y avait un intérêt à réaliser, à administrer une trithérapie par le Celexipac, à rajouter du Celexipac chez les patients qui sont déjà sous ERA plus inhibiteur du PDE5. Et cette étude a montré comme objectif primaire que le Celexipac, effectivement, il diminue la morbidité et la mortalité par rapport à la bithérapie, et ceci que les patients aient été initialement en classe fonctionnelle 2 ou 3 de la NIA. Alors, quelles sont les dernières recommandations? Ce sont les recommandations européennes de la Société de cardiologie et de pneumologie de 2015. Les dernières guidelines datent de 2015, et ces guidelines insistent sur le fait que pour pouvoir traiter un malade, il faudrait, et pour pouvoir le traiter et pour pouvoir le surveiller sous traitement, il faudrait évaluer son risque de décès à 1 an. Et ceci en tenant compte de l'atteinte cardiaque droite, de la progression des symptômes, des syncopes, de la classe fonctionnelle de la NIA, du test de marche de 6 minutes, des tests à l'exercice, du NT-proBNP, de l'imagerie et des paramètres du cathétérisme cardiaque droit. Si ces paramètres sont peu perturbés, notamment si la classe fonctionnelle de la NIA est à 1,2 maximum, on est en faible risque, c'est-à-dire un risque de mortalité de moins de 5%. Si ces éléments sont très perturbés avec, entre autres, une classe fonctionnelle de la NIA à 4, on est à risque élevé de décès à 1 an, c'est-à-dire un risque dépassant les 10%, sinon on est en risque intermédiaire. Et les recommandations pour les mesures générales chez un patient atteint d'HTAP est que la grossesse doit être évitée. Il faudrait que les malades soient vaccinés contre la grippe et contre le pneumocoque. Il faudrait qu'il y ait un support psychologique et social. Il faudrait superviser l'exercice physique chez ces malades quand ils sont déconditionnés physiquement. Lorsqu'ils voyagent en avion et qu'ils sont en classe fonctionnelle 3 ou qu'ils sont hypoxémiques à une PaO2 inférieure à 60, il faut qu'ils voyagent sous oxygène. La chirurgie, l'anesthésie doit être faite chaque fois que possible sous épidural et pas sous anesthésie générale, et l'exercice physique excessif est prohibé chez ces patients. Concernant le traitement symptomatique, les diurétiques ne sont indiqués en cas d'HTAP que lorsqu'il y a une retention hydrique ou quand il y a des signes d'insuffisance cardiaque droite. L'OLD, bien sûr, c'est comme chez tout le monde, lorsque la PaO2 est inférieure à 60. Les anticoagulants, alors pour les recommandations, c'est les HTAP idiopathiques héritables ou dus à un anorexigène, mais la tendance actuelle qu'on
comme on l'a vu au départ, vu les dernières études, c'est de ne réserver cela que pour les idiopathiques. Et puis, il faut évidemment corriger une éventuelle anémie ou carence en fer, et les IEC ou autres médicaments ne doivent pas, à visée cardiaque, ne doivent être administrés que s'il y a une indication autre. Alors, il y a eu, comme cela a été déjà dit, un symposium qui s'est tenu il y a quelques mois et dont les dernières réflexions qui visiblement vont devenir des recommandations viennent d'être publiées à l'ERJ en 2019. Ce symposium garde en matière de traitement, je parle bien du traitement de l'HTAP, il garde donc les mêmes recommandations que l'ERS-ESC, sauf pour cet arbre décisionnel qui a été quelque peu modifié. Alors, on recommande de confirmer évidemment le diagnostic dans un centre expert et seulement si l'HTAP est idiopathique héritable ou dû à un médicament, réaliser le test de vasoréactivité et administrer, s'il est positif, les inhibiteurs calciques, parce que ce sont ces sous-groupes uniquement d'HTAP qui vont répondre, qui ont de la chance à répondre aux inhibiteurs calciques. Quand on met des patients sous inhibiteurs calciques, il faut y aller tout doucement, il faut augmenter les doses progressivement s'il n'y a pas d'effet indésirable. Les doses recommandées vont vraiment au-delà des posologies dont on a l'habitude pour tout ce qui est atteinte cardiaque. Par exemple, pour l'amlodipine, on va jusqu'à une dose de 20 mg. Il faudrait surveiller ces malades tous les 3 à 4 mois, notamment par un cathétérisme cardiaque droit, et les malades ne sont dits répondeurs que s'ils répondent bien cliniquement, mais aussi s'ils normalisent ou quasi-normalisent leur cathétérisme cardiaque droit. Autrement, s'ils ne répondent pas à ce test, alors on va les classer selon ce qu'on venait voir comme risque. Si le risque est faible à intermédiaire, la nouvelle tendance est de ne garder la monothérapie, de ne prescrire la monothérapie qu'à un faible lot de patients. Par exemple, ceux qui présentent des effets indésirables aux médicaments spécifiques ou chez qui on prédit ces effets indésirables quand ils sont en classe fonctionnelle faible, qui n'ont pas beaucoup de symptômes, etc. Sinon, la tendance actuelle est de prescrire directement une bithérapie, à ce moment à base d'agonistes des récepteurs de l'endothéline et d'inhibiteurs de la phosphodiesterase 5 ou le rioxygate qui est le stimulateur de la guanylate cyclase soluble. Et si le malade, par contre, est d'emblée à risque élevé, à ce moment, il faut que la combinaison thérapeutique inclue les prostacyclines, mais par voie IV, avec une mention particulière pour l'époprosténol qui serait plus efficace. Et il faudrait déjà d'emblée considérer la transplantation pulmonaire. Ensuite, une fois le malade mis sous traitement, il faudrait le voir 3 à 6 mois après. S'il devient en faible risque, c'est le but suprême. Il faudrait que les malades soient en faible risque. Sinon, s'ils sont en risque intermédiaire ou haut, à ce moment, il faudra rajouter un troisième médicament. C'est ce qu'on appelle le traitement séquentiel triple. Et à ce moment, à base d'ERA et d'inhibiteurs de la phosphodiesterase 5 ou rioxygate, mais plus le célexipag plus particulièrement. C'est pour ça que je vous ai présenté l'étude concernant le bienfait du célexipag. Et puis, on évalue encore une fois le malade. S'il est en risque intermédiaire ou élevé, à ce moment, il faudra le mettre sous traitement maximal. Il faudra à ce moment substituer le célexipag par une prostacycline, maintenant par voie sous-cutanée ou IV, et ne plus être en voie orale pour cette classe thérapeutique.
Juste un petit mot pour vous dire qu'il y a maintenant beaucoup de médicaments qui sont à l'essai et qui visent beaucoup de mécanismes très fins, moléculaires, à savoir tout ce qui est prolifération, mais aussi la dysfonction vasculaire. On s'intéresse aussi maintenant au gène BMPR2 qui peut être déficient même dans l'HTAP idiopathique, à l'inflammation, on s'intéresse aux anomalies de l'ADN et même au côté épigénétique, et puis au désordre métabolique. Et donc, en conclusion, je dirais que de nos jours, il y a plusieurs médicaments d'hypertension artérielle pulmonaire qui ont vu le jour. Ils sont administrés par 4 voies et ceci grâce au progrès de la pathogénie en cette pathologie. Et les progrès récents en matière d'HTAP n'est pas dû à la découverte de nouvelles voies d'action de ces médicaments, mais à de nouvelles stratégies de combinaison thérapeutique et à l'escalade thérapeutique qui doit être dictée par la réponse clinique. Et tout ceci, malgré donc le pessimisme auquel on a tendance à avoir en parlant d'HTAP, quand même ces médicaments ont permis une amélioration de la qualité de vie et de l'évolution clinique, sauf que ces thérapies avancées malheureusement ne visent pas toutes les lésions les plus fines, notamment les lésions thrombotiques. Malgré ces médicaments, la mortalité demeure élevée et on ne sait pas aujourd'hui, il n'y a pas assez d'évidence pour savoir quelle est la meilleure classe thérapeutique et a fortiori quels médicaments utiliser en monothérapie ou en bithérapie, et le choix thérapeutique est laissé à la discrétion du prescripteur en tenant compte de chaque thérapie et de l'état particulier du patient. Mais quand même, il y a de l'espoir avec les nouvelles perspectives qui vont agir au-delà de la simple vasodilatation de l'artériole pulmonaire. Et je vous remercie de m'avoir entendu.